Sébastien Marot, qui est historien, professeur et historien de l'école, d'histoire environnementale à l'école de la ville des territoires de Paris-Est et à l'université polytechnique fédérale de Lausanne, et qui va nous parler de la question de l'exode urbain. Donc vous voyez, on aura parlé de l'enfer sur Terre, aussi de l'exode, un autre thème qui viendra aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce symposium. Je vais partager, alors moi à l'inverse de Timothy Morton, je ne viens pas de l'histoire au départ, mais je m'y suis petit à petit, c'est devenu mon terrain de jeu, dans les écoles d'architecture où j'enseigne, d'abord comme historien de l'architecture et de l'urbanisme, et puis maintenant, en tout cas j'appelle ça comme ça, historien de l'environnement, c'est-à-dire qui essaye de réencastrer ces histoires de l'architecture et de l'urbanisme dans, disons, un contexte plus large de l'histoire environnementale. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions qu'on a mises ensemble à l'occasion d'une exposition récente. Alors, j'enseigne à partir des problématiques environnementales, nous amène à revoir un peu le contexte dans lequel on opère. Et donc j'enseigne l'histoire de l'environnement, comme vous l'avez dit, à Paris-Est, à Lausanne. Je l'ai fait même pendant une dizaine d'années à Harvard, notamment parce que j'enseignais aux étudiants embarqués dans les recherches menées par Rem Koolhaas et son agence, qui ont abouti à des expositions que peut-être certains d'entre vous ont vues, comme Elements of Architecture, ou plus récemment sur la countryside, la campagne. Alors sur ce dernier sujet qui me tenait particulièrement à cœur, j'ai à la fois participé un peu à l'exposition, en tout cas à ses débuts, et puis l'occasion faisant le larron, il s'est trouvé qu'on a fait une autre exposition en même temps que celle de Rem, dans le cadre de la Triennale d'architecture de Lisbonne, exposition que j'ai appelée Taking the Country's Side, mauvais jeu de mots, Agriculture and Architecture, que je décrivais au départ comme une sorte de note de bas de page transatlantique à l'exposition présentée par Rem au Guggenheim de New York. Alors cette exposition, donc elle a été en 2019, en même temps que celle de Rem, elle se proposait de regarder un peu attentivement dans l'histoire et aujourd'hui les relations entre ces deux champs d'activité que sont l'agriculture et l'architecture, en partant d'un pitch un peu simplifié, comme beaucoup d'anthropologues, d'archéologues aujourd'hui le soulignent, mais qui est en gros que ce sont deux sœurs jumelles, ces activités. L'une qui a consisté à domestiquer des plantes et des animaux, et l'autre qui a, dans le même temps, parce qu'on était, ou en même temps en tout cas, comme la poule et l'œuf, a amené les populations à se domestiquer elles-mêmes sur des territoires, dans des structures plus ou moins permanentes, qui sont des infrastructures ou de l'architecture. Donc on peut dire un peu bêtement que l'architecture et l'agriculture sont jumelles et qu'elles ont coévolué comme ça dans l'histoire. Et qu'elles sont confrontées, comme le montre bien cette image de Joël Sternfeld, qui a déjà 50 ans ou presque, à des problèmes simultanément. Alors ça se passait à Lisbonne, dans le centre culturel de Belém, où les expositions ont lieu dans un parking aveugle de 2000 mètres carrés. Mais c'est assez beau, un parking, parce que c'est un plan presque basilical ou de cathédrale. Vous avez une nef centrale délimitée par ces panneaux. Et donc l'exposition, tout bêtement, consistait à regarder, à proposer de façon thématique, 6 lignes thématiques comme ça, de moments, d'événements historiques qu'on pourrait avoir envie de garder à l'esprit quand on réfléchit aujourd'hui au rapport que pourraient entretenir ces deux champs d'activité. La première ligne, c'était agriculture et architecture proprement dite. La deuxième, c'était agriculture et urbanisme. La troisième, c'était une sorte d'histoire de l'agronomie à l'agroécologie. Une quatrième qu'on avait appelée Exit Urbs, qui était justement une sorte d'histoire, on pourrait dire, des mouvements Back to the Land, qui ne datent pas des années 60 ou 70. Il y en a eu beaucoup, et des mouvements massifs dans l'histoire, d'exode
urbains, suite à des érosions ou des effondrements urbains. Une cinquième ligne qui était très centrée, elle, sur, disons, les années 60-70, sur les grandes alarmes environnementales, contexte dans lequel se sont développées des réflexions critiques particulièrement intéressantes, et pratiques d'ailleurs, sur l'agriculture et ce qu'elle était devenue, notamment des trésors de leçons, par exemple, dans la permaculture. Et la dernière ligne, elle consistait, au fond, elle n'était plus du tout historique, celle-là, elle consistait à se demander quelles leçons les critiques portées par l'agroécologie ou par la permaculture sur les modes opératoires de l'agriculture depuis la révolution industrielle en tout cas, quelles leçons pourraient être riches ou être des trésors de réflexion pour l'architecture elle-même. Et puis enfin, tout ça se terminait par, c'est sur ce sur quoi je vais me concentrer, une sorte de boussole des différentes directions que pourraient prendre éventuellement les rapports entre urbanisme et ville et campagne, architecture et agriculture, aujourd'hui ou demain. Donc je vous montre juste quelques images de cette exposition à Lisbonne, ça se présentait comme ça, vous voyez. Et puis sur le dos de ces cartes, comme ça, on avait des images qu'on ne commentait même pas, qui sont normalement beaucoup plus connues des architectes, mais dont on espérait qu'en les plaçant là, précisément, elles prendraient une autre résonance dans cette réflexion. Ça, c'était à Lausanne, la même chose. Et ça, c'était à Lyon. Alors là, c'était beaucoup plus beau, parce que c'était dans l'orangerie du parc de la Tête d'Or, qui est une merveille lui-même, et qui elle-même est très ajourée, et où elle était là jusqu'à dimanche dernier, malheureusement. Mais elle sera bientôt à Bruxelles, pour ceux d'entre vous qui passeraient par là. Et puis tout ça a été accompagné par une vaste timeline. Alors c'est un exercice un peu caricatural, mais qui consistait à aider les visiteurs de façon très exotérique, comme ça, à situer ces différents moments qu'on abordait dans la nef dans une forme d'histoire continue depuis le Paléolithique jusqu'à aujourd'hui. Frise accompagnée elle-même par des commentaires de toutes sortes d'auteurs, soit contemporains des événements en question, soit anthropologues, historiens d'aujourd'hui, évoquant ces différentes périodes. Alors, vous voyez, c'était une fresque de 60 mètres de long. Elle est toujours in progress. À chaque fois qu'on change de lieu, on y ajoute des choses, on en retranche certaines. Et puis évidemment, dans des derniers segments, voilà, on va dans la grande accélération ou toutes ces choses, et dans une petite tentative de portrait de la situation actuelle. Alors très très caricaturale et résumée, où vous voyez au centre une urbanisation croissante, à la fois en densité et en extension, environnée par toute une série de problèmes que vous avez évoqués pendant ces 2 jours, j'imagine, qui sont par exemple l'érosion des sols due ou pas à la déforestation, évidemment l'effondrement ou l'érosion de la biodiversité et le changement climatique. Dans une dernière version, on a ajouté les problèmes de pandémie qui sont tout à fait liés à tout ça. De l'autre côté, bien la raréfaction ou la diminution des ressources en eau, par exemple. Et puis, en bas à gauche, eh bien, la diminution annoncée d'un certain nombre de ressources en stock fini, non seulement énergétiques, mais aussi, comme vous savez tous, des métaux et de toutes sortes de choses qui ont fait fonctionner l'ère industrielle. Alors, au centre de l'image, vous voyez, on a mis notre ami Colas, qui, avec son, comment on pourrait dire, Céline aurait dit, son flair de chienne de traîneau, a assez bien capté, dans les années 70, l'éthos, au fond, qui a porté à son paroxysme l'idée de l'exode rural avec ce projet en 72 qu'il appelle Exodus, d'ailleurs, et qui verrait les citadins devenir volontairement des prisonniers volontaires de l'architecture, dans une architecture extrêmement concentrée. Et cette idée d'un des premiers projets publiés, et qu'il a développé ensuite tandis qu'il écrivait Delirious New York, c'est presque le germe de l'idée de la politique de la congestion métropolitaine
qu'il défend ensuite. Alors vous avez peut-être vu The Line, le projet, qui est tout à fait, d'une certaine manière, un surjon de cette idée-là. Des projets qu'il développait avec Unger, c'était de la même idée, en gros, et qu'il a développé dans New York Délire, je vous le rappelle, avec une notion que c'était une façon d'affronter ce qu'il appelle dans le livre reality shortage, la pénurie reality shortage, la pénurie de réalité, ce qu'on appellerait le peak hole d'aujourd'hui. D'une certaine manière, la congestion métropolitaine dont il se faisait l'avocat dans Delirious New York, c'était le surréalisme métropolitain, c'était l'équivalent du surrégénérateur nucléaire, en gros. C'était tout à fait dans la ligne du Globe de Rome qu'il a lu attentivement, tout ça. OK. Donc, évidemment, alors là, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi, mais il me semble que quand on réfléchit, quand on regarde le passé, aujourd'hui, quand on s'informe, quand on se tourne vers le passé, au moins vers les 2 ou 3 derniers siècles, là, par chez nous en tout cas, il semble que l'urbanisation du monde est un processus qui n'a pas cessé de croître, que c'est un processus qui est inévitable et qu'il est d'une certaine manière le sens de l'histoire. Et toutes les statistiques les plus officielles de l'ONU, etc., vous expliquent qu'on est passé à plus de 50% d'urbains mondialement, qu'en 2050, ce sera vraisemblablement 70%, etc. Et en même temps, quand vous sondez, alors je sais bien que ce n'est pas aussi facile, mais quand on essaye de sonder le futur, à l'aune en tout cas des grandes préoccupations environnementales que j'ai essayé de lister rapidement, ce même processus d'urbanisation globale paraît improbable, impossible, et comme la fin de l'histoire, quoi. Et donc, la question, me semble-t-il, c'est comment aborder, comment penser une évolution qui semble à la fois inévitable et impossible. C'est emmerdant, des situations à la fois inévitables et impossibles. Donc l'exposition, modestement, on va essayer de réfléchir un tout petit peu à ça et de donner des billes pour réfléchir à tout ça. Dès les années 70, dans l'essor et la montée des mouvements environnementaux, c'est bien, vous voyez, ces choix de monde qui sont comme ça mis en scène aujourd'hui. Alors en face de situations à la fois inévitables et impossibles, j'aime beaucoup ce bouquin de Charles Mann, qu'il appelle donc Le magicien et le prophète. Charles Mann, qui est quelqu'un qui vulgarise des grandes questions scientifiques extrêmement bien dans des bouquins, l'archéologie par exemple, précolombienne jusqu'à aujourd'hui. Charles Mann dit au fond, il y a 2 grandes attitudes et il fait la biographie comparée de 2 personnes absolument essentielles au XXe siècle, qui sont d'un côté Norman Borlaug. Donc Norman Borlaug, l'agronome qui a été la cheville ouvrière quelque part de la dite Green Revolution, hein, et qui a accéléré comme ça au Mexique la pousse et des variétés de cultivars, etc., pour sélectionner des cultivars qui résistent à la fois à la sécheresse, qui résistent aux inondations, qui mettent toute leur énergie dans le grain et pas dans l'épi, etc. Bon. Et il a reçu le prix Nobel de la paix, en je ne sais plus quelle année, en 70, je crois, pour avoir sauvé des milliards sur la planète. Il a été vraiment la cheville ouvrière. Il l'appelle le magicien. En gros, les magiciens, c'est, pour Charles Mann, c'est ceux qui disent devant il faut rendre possible l'inévitable. La population va croître de toute façon, donc il faut la nourrir, et grâce à la technologie, à la technique, à la sélection, etc., aujourd'hui à l'ingénierie génétique, etc., il faut, comment dire, outsmart nature. Il faut, voilà. Et puis en face, vous avez les prophètes. Alors les prophètes, c'est William Vogt, qui est l'auteur, en 1947, d'un des premiers grands bouquins d'alarme environnementale, The Road to Survival, qui va lancer tout, enfin, qui va relancer, disons, parce que ça ne date pas de cette époque-là entièrement, mais ce genre des bell ringers, en gros.
Et eux sont ceux qui disent, ben non, si c'est impossible, il faut pas aller dans l'inévitable, c'est-à-dire qu'il faut, en gros, apprendre à vivre dans les limites bien reconnues de la biosphère ou de l'écosystème dans lequel on est, etc. Il faut apprendre à connaître ces choses et vivre avec elles. Alors la thèse de William Mann, c'est il ne choisit pas, lui. Il dit, en gros, ces deux positions sont condamnées, quelque part, à se corriger l'une l'autre en permanence. Hein. Il ne prend pas parti. On n'est pas obligé, d'ailleurs, de prendre parti. Moi, de mon bureau à l'EPFL, je suis en face des prophètes, des magiciens. En face, c'est le bâtiment des nanotechnologies. Et vous avez, j'ai eu ça pendant 2 ans, s'inspirer de la nature pour mieux développer des robots. Vous voyez, en gros, ça, c'est le grande idée des magiciens. En gros. Évidemment, moi, il y a des prophètes qui m'intéressent davantage, comme par exemple l'atelier paysan, en France, dans l'Isère, là, pas très loin, qui, depuis 15 ans, par exemple, sont ces gens qui essayent de former soit des paysans déjà installés, soit des paysans qui s'installent, à concevoir, adapter, réparer leurs propres outils et leurs propres machines en particulier, pour ne pas s'endetter à vie, à acheter des machines qui sont des boîtes noires, qui sont incapables de réparer, qui leur dictent leur mode opératoire, où qu'ils soient, en gros. Donc eux, ils ont publié un bouquin que je trouve un des meilleurs livres que j'ai lu depuis longtemps en France, un manifeste qui ne vole pas son nom, pour le coup, qui milite pour l'installation d'1 million de paysans en France dans les années qui viennent, et avec toute une logique comme ça d'autonomie, si vous voulez, d'autonomie de la production là-dedans. Et c'est le cas, évidemment, au fond, toute la réflexion de la permaculture développée par David Holmgren et Bill Mollison, c'est une réflexion très très précisément sur comment développer, au fond, des sites auto-résilients le plus possible, et qui ont développé un trésor de savoir qui, me semble-t-il, devrait inspirer beaucoup de monde, et en particulier les architectes. Dans un des livres qu'il a publié en 2008, bien après le premier livre qui lance la permaculture en 1978, exactement l'année où REM publie Delirious New York, en 2008, David a fait un bouquin qui s'appelle Scénario futur, Future Scenarios, dans lequel il se livre à un petit exercice très simplificateur, mais que je trouve très utile, personnellement. En gros, il dit, on a 2 problèmes en même temps, 2 genres de problèmes en même temps. Il y en a un, vous voyez, c'est la flèche verticale, le vecteur vertical, qu'il appelle global warming. Mais vous pourriez ajouter effondrement de la biodiversité, érosion des sols, raréfaction de l'eau, c'est-à-dire c'est le vecteur de la dégradation des conditions de la vie sur notre planète. C'est l'extinction massive dont parle Tim Morton. Et on ne sait pas très bien, il y a toujours des rapports, est-ce que ça va être super rapide, brutal, lent? Donc là, ça va de lent à rapide. En même temps, nous, les humains, on a un autre problème, qu'il appelle oil decline. Mais vous pourriez rajouter gaz, évidemment, autres énergies fossiles, métaux, terres rares, toutes sortes d'autres choses dont les stocks ne sont pas renouvelables à l'échelle d'une vie humaine et qui diminuent. On ne sait pas si ce déclin si on est déjà au pic tout à fait, enfin on a des idées, à quelle vitesse ça va aller, etc. Il dit, mais en tout cas, si vous les croisez de lent à rapide chacun, vous obtenez en gros, dans chaque cadran, un scénario différent. Dans le premier, disons le meilleur, en bas à gauche, vous en avez encore sous le coude, parce qu'on peut dire que ce vecteur-là, c'est le vecteur de la puissance pour les humains de transformation du monde, en gros. Donc si vous en avez encore beaucoup sous le coude, parce que ça décline lentement, et que le changement, la dégradation des conditions de la vie ne va pas à toute vitesse, alors vous pouvez être dans le green tech, ce qu'il appelle le scénario green tech. C'est-à-dire que vous allez utiliser la puissance que vous avez encore, voyez, pour construire, je ne sais pas quoi, des éoliennes, machin, des batteries, des machins solaires, etc. Vous en avez encore.
voyez, machin, pour ralentir la dégradation ou pour vous préparer au moment où elle va être plus grave. Si vous êtes toujours, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de métaux, vous en avez sous le coude, mais que vous êtes confronté à une dégradation sévère des conditions de la vie. Alors là, il appelle ça le brown tech. Brown tech au sens de dirigiste, de fasciste. C'est-à-dire que là, il y a de la puissance qui va être accaparée de plus en plus pour être orientée très précisément sur des objectifs très précis. Le niveau de la mer monte, on construit des digues de dingue, etc. Ensuite, vous avez la situation opposée à celle-là. Vous voyez, vous avez encore dégradation encore lente. Par contre, vous avez moins de puissance. Vous avez moins de puissance, moins d'énergie, moins de métaux fossiles, moins de tout ça. D'accord ? Alors ça, c'est le scénario idéal dans lequel la permaculture s'est placée. En gros. Mais c'est un scénario qui va avoir exactement les effets inverses du premier, qui est quelque part celui de la révolution industrielle, c'est-à-dire que vous allez avoir un exode urbain. Exode urbain parce qu'il va falloir aller s'occuper de l'énergie et des ressources là où elles sont vivantes en général, il va falloir les cultiver, etc. Donc ça, c'est, et la permaculture, c'est quelque part à proposer une sorte de sagesse pour ce scénario-là. Et puis vous avez enfin le dernier scénario qui est le pire, dans lequel les deux sont dans le rouge. Il appelle ça les canaux de sauvetage. Alors, il n'y a peut-être pas de guerre mondiale, parce qu'on ne fait pas de guerre mondiale sans grosse artillerie, mais enfin c'est quand même un peu Mad Max. C'est un peu des tribus, c'est un peu une sorte de féodalisme. Bon, bref. La thèse de Holmgren, c'est là où c'est intéressant, c'est de dire, même s'ils correspondent à des cadrans différents, tous ces scénarios ne sont pas exclusifs les uns des autres. Ils ne sont pas exclusifs d'abord parce que toutes les situations sur notre planète ne sont pas les mêmes. Par exemple, l'Australie, dont il vient, elle a beaucoup de ressources fossiles encore, mais elle se prend le changement climatique pleine poire, donc elle est bien partie pour lui, pour le brown tech. Du reste, la pandémie a montré qu'on est en revanche, la Nouvelle-Zélande, différente. Donc il y a déjà ça. Mais ensuite, ça dépend aussi du nombre de personnes qui pensent que tel ou tel scénario est celui qu'il faut suivre. Voyez. Donc ils peuvent se trouver emboîtés comme des poupées russes dans n'importe quelle situation, plus ou moins forte, en gros. Donc ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. J'aime beaucoup ce diagramme qui permet de bien, à mon avis, réfléchir, de peser des choses distinctes. Et donc, nous, dans la fin de l'exposition, on s'est livré à un autre exercice. Ce n'est pas exactement le même, mais j'ai voulu essayer de clarifier les discours ou les récits qui me semblaient inspirer des tas de gens qui prennent position dans les milieux de l'architecture, du paysage, etc., ou de l'urbanisme, sur les questions environnementales et qui proposent des sortes de stratégies. Mais souvent, ce n'est pas très clair le point de fuite. Donc j'ai voulu distinguer un peu caricaturalement 4 points de fuite, de sorte que ça compose une espèce de petite boussole sur les rapports latents que pourraient prendre les rapports entre agriculture et architecture, urbanisme, ville et campagne demain. Alors le premier récit, je l'appelle l'incorporation. C'est celui, d'une certaine manière, des magiciens. C'est-à-dire, l'incorporation, c'est l'idée, il n'y a qu'une révolution industrielle 3.0 qui peut résoudre les problèmes de la 2.0. On est dans une sorte de fuite en avant. Donc, il faut poursuivre le processus, par exemple, de l'exode rural et de la concentration dans des métropoles. On va faire des immeubles, des buildings that grow food dans les métropoles, tout ça en circuit fermé et vertueux. Et puis surtout, les métropoles vont devenir les tours de contrôle, voyez, de tout le territoire alentour. Donc ça ressemble un peu au premier scénario de Holmgren, en gros. Donc voilà, on l'a représenté comme ça, un peu caricaturalement, vous voyez, à la fois avec des buildings that grow food, et puis alors il y a aussi des réserves naturelles où il n'y a que des savants, voyez, qui sont là. Un deuxième récit, alors il y a pas mal de gens qui sont là-dedans, y compris en architecture et en urbanisme, je n'ai pas le temps de m'étendre. Je l'appelle incorporation aussi au sens capitalistique du terme. L'agriculture, c'est plus du tout une affaire de paysans, ni même d'exploitants, c'est une affaire de firmes, en gros. Le deuxième, je l'appelle négociation. C'est ceux qui disent la croissance des villes
est inévitable et des métropoles est inévitable, mais ils vont parler plutôt de métropoles horizontales. C'est des métropoles qui vont continuer de s'étendre, mais en intégrant l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, à titre d'éléments de programme de ces métropoles devenant hybrides, en gros. La métropole horizontale. Négociation. On pourrait dire, c'est pas de l'agriculture urbaine, c'est de l'urbanisme agricole. Vous voyez, c'est pas pareil. Vous voyez, le centre, c'est l'urbain, vous voyez, et c'est ça. Ou alors, on l'a représenté comme ça. C'est un peu Broadacre City de Frank Lloyd Wright, c'était ça, en gros. Donc et même les histoires de cité-jardin, d'une certaine manière, c'est ça aussi. Vous voyez. Donc il y a toute une tradition dans l'architecture et dans l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme. Le mouvement un peu inverse, mais pas exclusif, je l'appelle infiltration. C'est ce qu'on entend en gros par agriculture urbaine. Là, c'est des initiatives horticoles, sylvicoles, agricoles qui entrent dans les villes existantes, les toits, les talus, les terrains vagues, etc., en donnant lieu à toutes sortes de communs éventuels. Et c'est un phénomène qui est plutôt comment dire, acupuncturel, mais qui peut être accompagné aussi politiquement. Mais parfois, ça peut être massif. Cuba, pensez à Cuba pendant la période spéciale, cessation des importations soviétiques, des exportations soviétiques, ça devient la capitale de la permaculture, la Havane en particulier. Pensez à Detroit, vous voyez, on a tous vu des tas d'exemples là-dessus, où vous avez cette infiltration massive. Et puis enfin, il y a un dernier scénario qu'il ne faut pas au récit. Pardon. Donc voilà, là on les a fait très style Île-de-France, hein, en gros, avec, vous voyez, une petite station-service qui devient un farmer's market 3 jours par semaine, les talus évidemment plantés. On a refait l'illustration ici avec les trucs parallèles, perpendiculaires à la pente. Hein. On a fait une erreur. Des tas de choses. Bon. Et puis enfin, il y a un dernier scénario qu'on a appelé d'un mot un peu fort, mais on fait une exposition, on ne fait pas non plus dans la dentelle, sécession. Sécession pour parler de tous ces mouvements, ou ces collectifs, ou ces individus, qui essayent de sortir de l'orbite ou de la biopolitique métropolitaine, même s'ils sont dans l'orbite physique des métropoles, pour s'auto-organiser à plus ou moins grande échelle et être plus indépendants de tout ça. Il est évident que les gens dans la permaculture sont totalement là-dedans, en tout cas ceux qui la pratiquent à peu près sérieusement. Voilà. Donc c'était juste une petite boussole que je propose à la réflexion un peu dans cette exposition, en invitant évidemment, ce n'est pas des scénarios exclusifs les uns des autres, ils sont tous d'une certaine manière en train de se produire en même temps, ils ont tous, comme on dit, une part de vérité, quelque part, et puis mais surtout, par contre, ils correspondent à des interprétations très différentes des raisons du merdier dans lequel on se trouve, à chaque fois. Et donc, ils incarnent des philosophies différentes du rapport aux métropoles. Et je terminerai juste sur une petite question. C'est vraiment naïf, hein, mais la question c'est, tout à l'heure on parlait des gens qui veulent sauver le monde. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on ne conjugue plus le mot « monde » qu'au singulier. Par exemple, vous voyez la métropole de la ville du globe captif que je montrais de Colas, il y a le globe au centre. Ce n'est pas la Piazza del Campo de Sienne, qui était une sorte de métaphore de la palette agricole dans laquelle se trouvait Sienne elle-même. C'est le monde. Et on devrait le conjuguer au pluriel, il me semble, le monde. C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut être un citoyen du monde aujourd'hui si on n'est pas d'abord un jardinier relativement responsable d'un monde. Vous voyez, comme ça. Et donc ma réponse totalement provisoire à ça, et un peu naïve, je vous l'accorde, c'est qu'un monde, c'est un territoire, une région, un pays, je ne sais pas, dans lequel on pourrait imaginer de projeter l'intégralité de son existence. Je vous livre ça à votre réflexion sur cette dernière image de Wes Jackson et de son Land Institute. J'aime beaucoup le titre d'un de ses livres, Becoming Native to this Place. Il se pourrait bien qu'on soit condamné à cet oxymore aujourd'hui de devenir indigène. Merci de votre attention.